démocratique de réunir des personnes concernées, des chercheurs, des formateurs, des praticiens de terrain, donc pour écrire ensemble. C'est quand même un enjeu démocratique puisque souvent on est dans des silos, on est dans des champs disciplinaires, etc. Nous, cette approche effectivement interdisciplinaire et multiréférentielle, c'est notre ADN. Donc on veut continuer comme ça. Donc, ce que je vous propose effectivement que vous alliez voir sur notre site, le site de l'EFRIS, c'est efris.eu. Vous avez donc un onglet avec la revue et toutes les revues sont en ligne. Donc on édite une revue par an depuis l'année 2019. Donc nous venons de sortir le numéro 7. Et en fait, les thématiques qui sont abordées, alors c'est sous forme de varia, mais néanmoins, on sait qu'à l'exercice, comme on organise un congrès tous les 2 ans, on recrute à partir des ateliers qui existent, à la fois et des conférences plénières, on a des articles qui adviennent en fait naturellement, je dirais, de ces congrès. Et donc en général, on a matière pour 2 numéros, donc à partir d'un congrès qui a lieu tous les 2 ans. Donc sur la question de notre thématique interculturalité et migration, eh bien ce sera le numéro 9 qui sortira en 2027. Donc on voulait vous en parler. Déjà que vous alliez voir effectivement notre process, hein, puisque c'est effectivement un processus d'écriture éventuellement partagé. On vous propose différents modes d'accompagnement à l'écriture, puisqu'il y a effectivement des chercheurs dont c'est le métier, mais d'autres qui sont plus éloignés du travail d'écriture. Donc il y a un travail entre pairs, en tout cas, qui existe et qu'on vous propose. Donc allez voir donc effectivement sur le site ce qu'est la revue. On est là encore toute la journée, donc c'est la possibilité effectivement de répondre à vos questions individuellement au moment du repas. Bénédicte est là avec moi, nous sommes tous les deux secrétaires de rédaction. Le rédacteur en chef, c'est Stéphane Rulac, qui est bien connu de notre travail social. Et nous formons une équipe de femmes et d'hommes dans ce comité de rédaction joyeuse et internationale, et qui viennent de différents secteurs, puisque nous avons des formateurs, des praticiens de terrain, des personnes concernées et des chercheurs. Donc, on fait effectivement offre d'ouverture pour vos envies, mais vos envies d'aller plus loin. Hein, donc, ce matin, j'entendais l'UCAD, l'ONG Graines, et puis le NTSF qui disait on va poursuivre des collaborations, mais peut-être à partir d'une thématique que vous voulez développer, que vous développez, dont vous avez témoigné, bah, ça peut se traduire par un article. Donc, allons-y. La porte est ouverte et nous sommes là pour le voir avec vous. De toute façon, on a la liste de tous les inscrits à ce colloque et nous écrirons aussi pour vous le rappeler. Je dirais pour que effectivement on puisse avoir un engagement écrit, puisque c'est un process quand même qui est très normé aussi d'une certaine manière pour effectivement aller sur le référencement de notre revue. Hein. Donc on est obligé de faire cette démarche-là de façon très officielle. En tout cas, nous sommes dans cette ambiance de métissage. Merci. Merci Pierre. Et puis nous allons passer maintenant au temps de conférence en plénière avec dans un premier temps une conférence de Cyril Bassen qui est doctorant à Ethos UCAD donc et sous la direction du professeur El Hadji Malik Si Camara qui s'excuse de ne pas être là mais sa parole sera bien évidemment présente à travers votre contribution et nous écouterons juste après Abdoulaye Mamadou. L'accueil des migrants professionnels dans les différents sites d'orpaillage au Sénégal. Alors on aura 2 contributions comme toujours qui sont à articuler en dialogue pour nous permettre après d'avoir un débat nourri, un temps d'échange qu'on apprécie beaucoup dans nos colloques à l'EFRIS. Et donc voilà, on prend 25-30 minutes par contribution et je vous ferai un petit signe quand on sera à 5 minutes de la fin pour l'un comme pour l'autre pour avoir le temps d'échanger. Donc on fera une série de questions par la suite. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Donc, je me présente, moi c'est Cyril Bassen. Je suis doctorant au département de sociologie, donc je suis affilié à l'école doctorale des études de l'homme et de la société, donc en même temps au laboratoire de sociologie d'anthropologie de psychologie, donc au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est un grand plaisir de collaborer avec le professeur El Hadji Malik Sy Camara, donc qui a appuyé ce travail.
et qui nous a apporté des critiques constructives. Donc, je remercie aussi par cette présente occasion les professeurs Ibrahim Dia et les professeurs Samadou, donc ils nous ont beaucoup accompagnés aussi et qui nous ont intégrés dans le cadre de ce colloque et qui nous ont toujours appuyés dans le cadre de la recherche. Donc, c'est un honneur pour moi, un plaisir vraiment de communiquer auprès d'éminents chercheurs, mais également de professeurs et de brillants doctorants qui sont là et d'étudiants. Et le titre de la communication porte sur les mobilités spatiales et circulation de médicaments psychotropes à Mour et à Saline. Voilà. Donc, je pense que avant tout propos, il est important de revenir sur une notion qui est peut-être étrangère au public, qui est le terme de psychotrope. Donc, peut-être certains ne connaissent pas. Donc, déjà, les produits psychotropes, il faut comprendre que c'est des produits qui agissent sur le système nerveux. Et on peut avoir plusieurs typologies. Hein. Donc, des produits considérés comme des drogues douces, hein, comme le café, l'alcool, le tabac, mais également les produits comme le cannabis et tant d'autres. Mais il y a également les médicaments, donc qualifiés de psychoactifs comme les tranquillisants, le tramadol et pas mal d'exemples. Voilà. Donc, ce terme a été choisi parce que, justement, c'est des données de terrain qui nous ont permis de construire ce concept. Donc, c'est à la lumière de ce que les usagers nous ont dit. Donc, à travers maintenant des recherches sur ces catégories de médicaments, donc nous avons formulé ce concept de psychotrope. Mais tout en sachant aussi que c'est un terme développé par la médecine, mais du point de vue des usagers, vous verrez qu'ils ont d'autres appellations et que tout au long de la présentation, nous allons revenir sur les définitions qu'ils donnent aux médicaments et les usages qu'ils en font. Voilà. Donc, cette présentation, justement, va obéir au plan suivant. Donc, conformément à la démarche de recherche, donc, on va d'abord aborder le contexte et les objectifs pour après présenter la méthodologie, donc, afin de décrire plus tard les résultats et les discuter, donc, avant de terminer par la conclusion. Donc, un point important par rapport au contexte, il faut comprendre que au Sénégal, hein, il existe des pôles attractifs au tourisme, donc parmi lesquels s'inscrit Saly et Mbour, donc considérés comme des zones balnéaires offrant un cadre aux touristes venant du Sénégal ou bien même de la sous-région. Donc c'est devenu deux sites comme ils sont considérés comme des plaques tournantes de la circulation des psychotropes. Et justement, hein, dans la littérature, donc vous verrez qu'il y a des travaux qui ont abordé ce lien intrinsèque entre les mobilités spatiales, donc au sein du Sénégal, bien hors du Sénégal, donc à travers des feux de migration, et la diffusion des produits psychotropes au Sénégal. Voilà. Donc quand on parle de diffusion, ça inclut à la fois la commercialisation, les usages à des fins non médicales de ces produits psychoactifs ou bien psychotropes au Sénégal. Donc on retrouve ces éléments-là dans les travaux de Didier Fassin, Elhadji Malick Sy Camara et Albert Goutinson. Donc, dans le cadre de cette présentation, justement, nous avons pris comme, disons, exemple le tourisme, donc qui se présente comme une forme d'expression de ces mobilités spatiales, particulièrement à Saly et à Mbour. Donc, classiquement dans la littérature, la mobilité spatiale est considérée comme tout déplacement de population dans l'espace physique. Donc, ça inclut à la fois les comportements de migration internationale, exoturale, mais également les déménagements. Mais du point de vue de la socio-anthropologie, là où on va beaucoup plus faire focus, c'est de montrer aussi que ce n'est pas seulement le déplacement qui est pris en compte, mais c'est également les effets sociaux. C'est-à-dire comment est-ce que la migration produit des transformations sociales. Et vous avez écouté au début le représentant du ministère de la Santé qui montrait que la migration aussi, c'est des dynamiques sociales. Et dans cette perspective maintenant, cette présentation met en évidence justement les effets sociaux justement du tourisme sur la commercialisation et la consommation des produits psychoactifs. Donc, nos observations dans le cadre de cette présentation justement nous ont permis de comprendre que Mbour et Saly sont deux cadres d'interaction entre usagers de produits psychotropes ou psychoactifs et des touristes venant hors du Sénégal. Et à la suite de ce contexte maintenant, l'objectif de la communication est de montrer l'influence de la mobilité spatiale sur la circulation et l'usage détourné des médicaments psychotropes à Mour et à Saly. Donc, quand on parle des usages détournés, c'est les usages non médicaux. Donc, ceux qui utilisent les produits psychoactifs à des fins non médicales, comme par exemple la performance au travail, la sexualité. Parce que vous savez bien que dans le domaine de la pharmacologie, les médicaments ont une utilité prescrite. Donc, on les a formulés pour des pathologies bien précises. Voilà. Et j'attire votre attention ici sur cette présentation, sur cet objectif.
Ok, c'est bon. Voilà, donc j'attire votre attention ici. Donc ici, quand on parle d'influence aussi, c'est comprendre aussi que c'est une influence perçue. Donc l'idée n'est pas de dire que c'est le tourisme qui influence comme ça, mais on part du point de vue des usagers. Donc quand on parle de l'influence de la mobilité, c'est en partant justement du point de vue des communautés. Voilà. Et pour justement atteindre cet objectif, nous avons développé ce qu'on appelle une enquête ethnographique basée quoi sur les trajectoires des consommateurs, les expériences de consommation. Donc nous avons essayé également d'explorer le profil des acteurs. Donc les sites de collecte, comme je l'ai précisé, c'est Bourg et Sali. Donc étant donné que, voilà, comme le précise la littérature, donc c'est un terrain sensible, il a fallu développer une approche réflexive, donc basée même sur une stratégie d'enquête. Donc voilà, on l'a pas précisé dans la présentation, mais pour avoir accès à ces cibles, nous avons d'abord identifié ce qu'on appelle les informateurs clés, donc qui sont ce qu'on appelle des médiateurs qui utilisent des produits psychoactifs. Donc après avoir expliqué justement les objectifs de l'enquête avec justement une lettre d'introduction, le consentement éclairé, nous avons eu accès à des catégories d'usagers en tant que telles. Donc c'est ce qui nous a permis plus tard de faire des entretiens avec ces catégories-là. Mais à Montréal-Salé aussi, il faut retenir que ce n'est pas seulement le milieu touristique que nous avons exploré. Donc nous avons diversifié les sites. Mais étant donné que voilà, je me suis focalisé sur l'aspect du tourisme, donc c'est une partie des résultats qui est précisée. Donc ce qui fait même que, vous le verrez dans la présentation, le profil de ces acteurs qu'on appelle des antiquaires, ce n'est pas une catégorie qu'on a présagée avant d'aller sur le terrain. Donc c'est le terrain même qui nous a montré que, en réalité, dans le milieu touristique, il y a cette consommation. Donc ce n'est pas quelque chose de prédéfini à l'avance, mais notre terrain nous a permis de détecter que, effectivement, dans ce monde du tourisme, à travers le contact entre les usagers et les touristes venant d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle ce cadre d'interaction autour des produits. Donc après, quand on a connu des usagers, ils sont mis en rapport avec d'autres, ce qui justifie un peu l'approche de boule de neige. Maintenant, par rapport au traitement des données, donc pour répondre à des principes éthiques, parce que c'est un sujet sensible, donc nous avons utilisé ce qu'on appelle les pseudonymes, donc qui nous a permis même d'anonymiser toute information qui peut être confidentielle, donc pour ne pas justement divulguer l'identité des usagers. Et vous le verrez dans les résultats, donc on va employer par exemple le terme racine ou ali, mais ça ne signifie pas que c'est les non authentiques de ces catégories-là. Voilà, c'est les codes qui ont été utilisés pour justement masquer l'identité de ces catégories-là en tant que telles. Donc, ce qui nous a permis justement d'arriver au résultat. Donc, à travers cette présentation, hein, à travers cette collecte, nous avons identifié deux blocs de résultats. Donc, on a catégorisé en trois sous-parties. Donc, d'une part, nous allons explorer les profits des usagers, les produits consommés, mais également les modes de consommation. Voilà. Donc, je pense que il est important de comprendre d'abord qui sont ces usagers pour éviter ce que Hervé Dumas appelle le risque des acteurs abstraits, parce que on a besoin de comprendre qui fait quoi en réalité. Voilà. Donc, dans le cadre de cette étude justement, ces usagers de médicaments psychotropes sont des guides touristiques locaux appelés localement dans leur milieu antiquaire. Voilà. Donc, c'est une conscience sociale dans leur milieu qui s'appelle antiquaire. Donc, quel est leur rôle? Ils jouent le rôle d'orientation et de guide des touristes étrangers. Et de ce rôle-là, naissent des interactions favorisant des liens forts. Donc, pour reprendre Max Granovetter, c'est-à-dire ce contact qui va créer justement des affinités entre usagers antiquaires et touristes. Maintenant, ces relations se manifestent également dans la consommation des produits psychotropes comme les drogues et bien les médicaments utilisés à des fins non médicales. Et quels sont les produits consommés? Donc, voilà, vous verrez qu'il y a, par exemple, le Valium, donc qui est le nom, disons, pharmacologique, mais on a le diazépam qui représente le nom scientifique. Donc, en pharmacologie, vous le savez mieux que moi, il y a ce qu'on appelle le nom pharmacologique et le nom commercial. Voilà, donc il y a le Valium appelé diazépam, le Noctazole, mais également des drogues comme le cannabis et le marijuana. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que eux, ils approprient ce qu'on appelle des termes locaux. Donc, ils utilisent des termes ou bien des codes, ne serait-ce que pour codifier un peu le produit. Et ces termes, c'est des questions de sens qui se rapportent au produit même. Donc, si vous voyez le volume, par exemple, appelé diazépam, ils appellent ça bleu-bleu ou roche rouge bande bleue. Pourquoi? Parce que si vous prenez la boîte de volume, donc il y a une bande bleue et rouge. Donc, ils utilisent, disons, l'image qu'ils retrouvent sur la boîte pour le prendre comme un code, n'est-ce pas? Ou bien ils vont l'appeler V10 ou V5.
Donc, vous allez voir que le volume, il y a 10 mg, 5 mg. Mais ils vont prendre le diminutif et mettre 5 ou bien, voilà, ou bien 10, voilà. Ou bien 2,10 qui signifie volume 2 mg, 2 millilitres, 10 milligrammes, voilà, en tant que tel, voilà. Et puis, il y a un terme qui est utilisé pour qualifier tous ces médicaments-là, c'est les roches, voilà. Donc, les roches, c'est un nom de laboratoire commercial. Donc, ils utilisent ça pour justement codifier et voilà, donner sens aux produits qu'ils utilisent. Et quelles sont les méthodes de consommation? Parce que c'est important aussi de caractériser, disons, l'usage non médical par rapport à l'usage médical. Donc, eux, ils ont deux formes d'usage. Donc, ils peuvent prendre le comprimé, donc voilà, avec de différentes manières. Voilà. Donc, ils l'utilisent par moment avec d'autres produits, ou bien ils peuvent l'utiliser en ne pas respectant la dose. Par exemple, si on vous dit que le tramadol c'est un antidouleur qu'il faut prendre une fois matin et soir, eux ils peuvent en prendre deux ou plus. Donc ça c'est une forme d'usage qui ne répond pas aux normes pharmaceutiques. Voilà. Et dans le milieu des usagers, justement, il y a deux catégories qu'on a détectées. Donc il y a ce qu'on appelle les rodés, hein, justement. D'abord, avant de montrer comment ils consomment, donc les rodés ils se définissent comme des consommateurs qui sont habitués aux effets d'ivresse. Donc, ce sont des gens, justement, qui, justement, se disent habitués à la consommation en tant que tel. Donc, contrairement aux débutants, qui est considéré comme un initiaire, qui doit prendre peut-être un demi-comprimé ou un quart de comprimé pour ne pas succomber à des accidents comme les overdoses en tant que tel. Donc, le consommateur, c'est celui qui apprend, le débutant, c'est celui qui apprend à se familiariser aux effets avant d'arriver à un stade où il pourra faire face. Donc souvent, les rodés, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent avaler le comprimé ou les comprimer directement parce qu'ils vous disent que si vous prenez un alpra seulement, ça vous met voilà, dans un état d'ivresse. S'ils en prennent deux aussi, ça leur permettra d'atteindre cette ivresse. Alors que les débutants, justement, ils divisent, ne serait-ce que pour ne pas succomber rapidement aux effets en tant que tel. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les usages bricolés. Donc, ça veut dire qu'il y a des cocktails de médicaments qui sont associés, donc avec du café ou bien de l'eau, ou bien même de l'alcool. Mais quel est le sens derrière? C'est-à-dire, ça leur permet justement d'atteindre un niveau d'ivresse beaucoup plus élevé. Voilà. Donc, par rapport au deuxième bloc de résultats, justement, on a exploré les processus, les logiques et les significations d'usage. C'est-à-dire comment ils sont devenus des consommateurs qui sont tombés peut-être dans des processus d'addiction en tant que tel. Donc là, ce qu'on a noté, c'est qu'il y a l'interaction touriste et initiation des antiquaires à la consommation de psychotropes à céréales. C'est-à-dire ici qu'il faut comprendre que beaucoup d'antiquaires se sont initiés à travers leur contact avec les touristes venant d'ailleurs. Et ça, c'est leur point de vue en tant que tel. Donc, c'est la résultante des interactions touristes et usagers. Voilà. Et on peut le voir à travers cet extrait de Racine. Et je rappelle, hein, Racine est un code ici utilisé. Donc, il dit que moi, ma consommation de drogue est liée à la fréquentation des touristes. Donc, je m'accompagnais avec eux, je les voyais consommer de l'héroïne, de l'ecstasy, des MDMA, des LSD. Ils me disaient Racine, coûte, et je leur disais non, je ne prends pas ça. Mais finalement, j'ai sombré. Donc, par la suite, un ami m'avait amené un médicament dont j'ai oublié le nom. Mais c'est un pote à moi, donc, qui s'appelle Quentin. Donc, Quentin également, c'est un pote ici. Donc, il me l'avait amené, il venait de la France, et dans sa valise, il y avait ce médicament en plus du hashish. Donc, le gars m'a dit que j'ai un truc, si tu le prends, tu vas être speed. Voilà, et on reviendra sur c'est quoi être speed, on y reviendra. Et tout, ça te permettra de faire la fête. Donc, ce médicament, c'est pour nous, les jeunes qui écoutent le métal, cette musique est violente. Et le médicament, il s'agit du kétamine. Donc, c'est un ami du nom de Craig aussi qui lui avait profité de ce médicament. Donc, pour montrer que, à travers son contact avec des touristes, il a eu à s'initier, à goûter, etc. Et en analysant ce test-là, on voit que la consommation commence par quoi? Par un discours sur les effets du produit. Donc, la personne te présente le produit et te dit ce que ça va faire sur toi. Et puis après, ça peut conduire à l'expérimentation, c'est-à-dire le deuxième niveau, la personne goûte. Une fois qu'il apprécie les effets, c'est ce qui va justement produire les conduites addictives. Donc là, j'aimerais inciter aussi attirer votre attention sur le fait que là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a une interaction entre les touristes et, disons, les handicapés, n'est-ce pas? Et cela crée ce qu'on appelle des liens d'affinité, n'est-ce pas? Et dans ces liens-là, justement, il y a la consommation des produits psychotropes. Et de là, maintenant, ça a des effets sur
les parcours et les trajectoires. Voilà. Donc c'est là qu'on peut montrer un peu l'influence justement du tourisme par rapport à justement à la consommation en tant que telle. Donc après aussi, il y a un autre mobile qui ressort. Donc là, on va aborder maintenant les motifs de consommation. Donc il faut comprendre aussi que dans le milieu du tourisme, hein, conformément au discours des enquêtés, donc c'est considéré comme un milieu compétitif. Donc il y a des discours qui ressortent qu'on a matérialisé par ce schéma. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'un guide touristique, c'est quelqu'un qui sait parler. Il doit convaincre et rassurer son client. Donc ça, c'est une représentation qui ressort. L'autre élément, c'est quoi? Ils disent le tourisme est un monde compétitif, c'est une arène. Donc où chacun devrait s'imposer pour coopter et satisfaire sa clientèle. Donc il y a des conflits sociaux autour de l'activité touristique. Et maintenant, le recours aux produits psychotropes se présente comme une réponse à ces exigences. Donc ça leur permet pour eux de se dépasser pour faire face à cette compétition. Donc là, à travers cet extrait d'entretien, quand on a conversé avec voilà, un usager, il nous montre que le milieu du tourisme exige la consommation. Donc une personne lucide ne peut pas être guide touristique, par exemple. Voilà, donc il y a une concurrence. Et je les ai demandé comment se manifeste cette concurrence. Ils disent que tu peux te faire choper ton client à tout moment. Il te faut une forte pression, il faut un amdara, et on y reviendra sur ce concept, pour être capable de parler et de t'exprimer. Ça te permettra de bien t'exprimer afin de convaincre tes clients et de t'imposer sur les autres. Voilà. Donc ça montre vraiment comment le tourisme est un monde compétitif en tant que tel. Voilà. Donc avant même peut-être de revenir sur ces mobiles-là, je pense qu'il est important de revenir sur la signification des concepts que j'ai abordés. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de speed avec l'exemple de Quentin. Donc, qui montre que, voilà, pour être speed, il faut prendre le médicament, n'est-ce pas? Mais dans le langage des usagers, donc déjà, on sait que le terme speed, ça renvoie bon, à la vitesse, mais ce n'est pas le sens utilisé dans l'argot des usagers. Donc, speed ici, c'est l'état d'un consommateur qui a atteint l'ivresse. Voilà. Mais c'est également un usager qui, à travers sa consommation, justement, à une certaine euphorie, est capable de se surmonter en tant que tel. Voilà. Donc, Amdara, hein, c'est un terme Wolof aussi. Donc, littéralement, on peut penser que c'est avoir quelque chose, mais dans le langage des usagers, ça renvoie au ressenti des effets. C'est-à-dire quand la personne a un certain effet, donc on le dit Amdara quoi en tant que tel. Voilà. Donc, ça, c'est des significations autour des termes qui ont été évoqués. Maintenant, bon, pour revenir aux motivations, n'est-ce pas? Donc, la compétition au tourisme n'est pas le seul facteur évoqué. Donc, il y a d'autres mobiles qui ressortent, ou bien d'autres facteurs comme les épreuves sociales, mais également la situation au manque comme logique de consommation. Donc, ils vous disent qu'il faut faire face aux épreuves sociales. Donc, ils disent que tu peux être dans des situations hein, où tu es adulte, tu dois assister tes parents, les honorer, te marier. Donc, dans un contexte où tout cela ne marche pas justement, ça peut causer à des soucis qui fait que maintenant, pour te réfugier, il faudrait justement voilà, utiliser ces produits. Mais également, c'est un moyen de combler le manque à une drogue. Donc, parfois, il arrive que l'héroïne ou bien le cocaïne ne soit pas disponible en raison de sa cherté en tant que tel. Donc, des médicaments sont utilisés comme des moyens de substitution, comme le montre cet extrait de Harry. Voilà. Donc là, maintenant, pour discuter ces résultats, hein, on montrera que vraiment là, euh, ce qu'on ressent dans cette perspective, c'est que le- les, les, les les influences des flux consommateurs sur l'usage de psychotropes donc, corroborent avec certains résultats que la littérature a montrés avec les travaux au Canada voilà, de Charles Roser, donc en France particulièrement. Donc, il montre que l'environnement social influence les pairs et joue sur le recours aux psychotropes. Voilà. Mais on voit aussi que à travers cette présentation, le médicament est un objet social, donc il déborde le thérapeutique. Parce que justement, c'est une réponse à la compétition sociale en tant que telle, donc imposée dans le champ du tourisme. Donc, c'est des travaux qui corroborent aussi avec ceux de Emmanuel Lambert, donc qui montrent comment est-ce que justement le produit psychotrope de façon globale est un besoin social, une réponse sociale, et n'est pas peut-être considéré comme ce que peut-être la santé publique considère comme une drogue ou bien un danger du point de vue des usagers en tant que tel. Donc, en conclusion, hein, on notera que vraiment le tourisme maintenant est un cadre relationnel comme espace d'initiation au discours. Donc, c'est un moment aussi d'identifier les représentations, les pratiques autour des drogues et médicaments de l'usage prescrit, mais aussi le rapport tourisme antiquaire à Mour et à Sali transcende un simple rapport commercial. Donc, c'est pas seulement l'activité qui est vue là-bas, mais il y a d'autres pratiques, hein, pour reprendre Bourdieu, qui se cachent
derrière d'autres. Donc, elle est un rapport social autour des médicaments et des drogues. Donc, en leçon apprise, on peut dire qu'il y a des relations entre type touristique et antiquaire, mais aussi ce secteur touristique est une arène où la performance dépend du capital social. Donc, là, pour coopter des touristes, il faudrait justement consommer. Donc, il faudrait avoir un capital social justement pour que sa clientèle puisse évoluer. Mais également, il faut un capital culturel, donc savoir manager, etc., n'est-ce pas? Mais c'est un champ où se construit une identité professionnelle dont la compétence discursive reste déterminante. Donc, il faut savoir parler, comme ils l'ont dit. Donc, la quête de performance discursive est non négligeable dans le recours à des drogues et des substances psychoactives. Donc, généralement, la volonté de se construire une identité professionnelle gratifiante conduit le passage à l'acte. Voilà. Donc, pour le comment ils ne veulent pas faire la face au fait, parce qu'ils savent que, justement, s'ils sont dans ce monde compétitif et que, justement, ils n'arrivent pas à coopter la clientèle, donc, ils peuvent peut-être perdre voilà, de l'opportunité en tant que telle. Mais quand même, toute étude a une limite et des insuffisances. Donc, pour des questions de temps aussi et de moyens, nous n'avons pas pu discuter avec des touristes. Et ça, c'est une perspective, hein, parce que aussi, je pense que l'échange nous permettra de voir aussi les perspectives. Donc, le but, c'est aussi de faire cette immersion approfondie en milieu touristique, donc en retournant à Montréal-Sali, donc en observant souvent de façon approfondie les interactions, mais également avoir cette possibilité aussi d'interroger des touristes étrangers, mais aussi approfondir sur le rôle des touristes. Donc, est-ce qu'ils occupent aussi d'autres fonctions à part le métier touriste? Parce qu'ils peuvent être des raffoleurs, hein, ou bien des gens qui peut-être même font d'autres services autour des produits. Voilà, donc c'est ça un peu les perspectives. Donc, par cette présentation, je vous remercie vraiment pour votre écoute active et je remercie les autres. Merci beaucoup pour cette présentation, vraiment pile dans les temps. Merci à vous. Et puis nous allons maintenant accueillir, puisque votre professeur n'est pas présent aujourd'hui, c'est bien ça. Nous allons maintenant écouter la deuxième conférence de Abdoulaye Mamadou, qui s'intitule donc l'accueil des migrants professionnels dans les différents sites d'orpaillage au Sénégal. Je vous cède la parole. Voilà, merci donc à tous. Voilà, donc pour ce présent colloque, donc, j'ai essayé un peu de porter la réflexion un peu sur la présence des migrants que nous avons au niveau des sites d'orpaillage, particulièrement au Sénégal, en ciblant la région de Kédougou. Parce que nous nous sommes rendus compte que depuis un certain temps, vous n'êtes pas sans savoir un peu tous les enjeux qui sont liés à l'utilisation de nos ressources au niveau de certains pays, notamment les pays du Sahel de façon générale, quand je parle de Burkina, le Mali et également le Sénégal, avec la présence des ressources au niveau de Kédougou, mais également au niveau de Boro et également au niveau de Ziguinchor. Mais moi, je préférais travailler un peu sur l'orpaillage traditionnel, particulièrement au niveau des régions du sud-est que je vais tout à l'heure présenter. Alors, pour le plan, vous aurez une introduction, donner un peu quelques éléments de contexte pour que vous puissiez comprendre un peu le décor dans lequel nous sommes. Ensuite, voir un peu quelle est la relation entre les activités d'orpaillage et les différents types de vulnérabilité de ces migrants-là. Et également montrer comment ces migrants-là, souvent, sont facteurs de conflits de façon générale et terminés par une conclusion. Alors, l'orpaillage traditionnel consiste à rechercher et à exploiter l'or de façon artisanale dans les cours d'eau, parce que nous avons des sociétés minières
qui ont des licences et qui exploitent l'or au niveau de nos pays. Mais moi, je m'intéresse à ce que font les populations de façon générale, mais de façon traditionnelle, à la main avec des activités rudimentaires. Alors, c'est une ancienne activité pratiquée dans l'espace sénégambien. Certainement, à travers l'histoire, vous avez entendu parler de ces royaumes qui existaient en Afrique, l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana. Et vous rappelez également de Kanka Moussa, qui était l'un des rois des Tunis, avec ses pépites d'or qu'il a distribuées tout au long du voyage. Donc, c'est déjà la présence de l'or dans cette partie de l'Afrique. Donc, c'est pratiqué un peu partout, mais particulièrement dans une région qui est située au sud-est, parce que le Sénégal compte 14 régions, et c'est une des régions qui se trouve également dans la partie sud-est, et l'autre région voisine, c'est Tambacounda. Maintenant, le constat majeur, c'est depuis qu'on a commencé à voir la présence de l'or au niveau de ces pays-là, on se rend compte qu'il y a une ruée véritablement. Il y a pratiquement toutes les populations sénégalaises qui vont vers cette région-là, pourtant c'est une région périphérique isolée à plus de 700 km de Dakar. Mais on voit maintenant que tous les jeunes vont dans ces zones-là. Ensuite, maintenant, vous avez les populations venant des pays de la sous-région. Donc, vous avez alors, les éléments de contexte, allez. Alors, donc là, voilà la région pour vous montrer un peu le cadre géographique. Vous avez un peu à l'extrême nord, nord-ouest, la carte du Sénégal que vous avez ici. Et tout à fait, c'est la région qui se trouve juste en bas, que j'ai mis ici en gros plan, qui s'appelle Kédougou, qui a trois départements, Kédougou, Saraya et Salamata. Et vous voyez là où on a mis les numéros, c'est là où il y a une forte présence quand même de l'OPEAL. Donc, vous en avez dans la commune de Sirimana, vous en avez également dans le Pembou, avec des localités comme Sambrambougou, comme Sombronkoto, comme également Medina qui concentrent vraiment l'ensemble des ressources aurifères au niveau de notre pays. Alors, Kédougou, c'est une région transfrontalière. Vous voyez un peu qu'il y a des éléments géographiques qui font qu'il y a des facilités d'accéder à ces régions-là, parce que c'est une région qui est frontière à la Guinée-Conakry, frontière également avec le Mali. Et je rappelle également que le corridor, si vous voulez, de l'Afrique de l'Ouest passe également par cette région-là. Donc, vous allez passer par le Sénégal. La frontière, c'est Moussala. Et top, à quelques 5 mètres, vous êtes au niveau du Mali, qui est le pays de notre frère Traoré, qui est ici présent. C'est une région également qui est arrosée par des cours d'eau. Vous avez la Falémé et également le fleuve Gambie. La Falémé, je pense que vous avez tout suivi à travers l'actualité, tous les problèmes qu'il y a eu, les problèmes environnementaux à cause de l'exploitation, la surexploitation au niveau de ce fleuve-là, au point même que récemment notre président est allé sur place pour pouvoir interdire vraiment cette agression contre ce fleuve de part et d'autre, avec bien sûr la collaboration des autorités maliennes. Alors, la particularité de la région du Québec, c'est quoi? C'est vraiment de concentrer 98% des sites de voyage. Ils sont tous au niveau de cette région, particulièrement au niveau du département de Saraya. Donc, j'ai donné Missy le Syrien maintenant. C'est un peu à l'extrême, en allant vers le Mali. Bembou, quand vous allez vers Moussala, c'est cette commune qui est juste au niveau du Carrefour. Et Tombronkoto, c'est juste avant, un peu dans la partie entrée, avant d'entrer dans Québec. Alors, on a noté également, à partir des années 2018, quand on a fait le recensement, on s'est rendu compte qu'il fallait cartographier, et du moins identifier les personnes qui sont au niveau de la zone. Pratiquement, il y a plus de 300 000 personnes qui s'activent autour des sites de voyage. Vous voyez, donc c'est un peu énorme. Et maintenant, ce lieu-là a coïncidé avec l'arrivée de Ghanéens. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est un pays traditionnellement aurifère. C'est des gens qui sont très expérimentés en matière d'exploitation de l'or traditionnel. Donc, nous comprenons pourquoi ils sont là. Et ça a même créé une jalousie avec les Sénégalais, parce qu'on disait que pratiquement les entreprises minières, quand elles s'installent, ils ne prennent que des Ghanéens. C'était logique parce qu'ils ont déjà cette culture professionnelle. Vous voyez. Nous avons également les Nigériens, et les Nigériens aussi, mais également les Maliens qui sont aussi très présents avec la mine de Sadiola que vous connaissez également, puis les Burkinabés aussi qui sont très forts en matière de voyage, parce que c'est également quelque chose de pratique.
Alors, activité de faire une vulnérabilité des migrants, la prochaine. Alors là, j'ai quand même préféré un peu parler des acteurs sont au niveau de des sites pour que vous puissiez en avoir une idée. Alors, nous avons des autorités traditionnelles, nous avons des groupements socio-économiques. Maintenant, nous avons aussi une partie qui concerne les activités et l'exploitation. Alors, au niveau des villages traditionnels, de ces sites d'orpaillage-là, le plus souvent, vous avez un chef de village. Et si vous remarquez, en tout cas, moi, j'ai fait cette région-là, mais j'avais remarqué que tous les chefs de village qui sont au niveau des zones d'orpaillage, c'est des chefs de village qui étaient craints mystiquement. Ils s'imposaient de par leur valeur, de par leur culture, mais ils avaient une force qui faisait peur aux autres. Ils donnaient même des sentences. En tout cas, ils sont mystiquement assis et personne n'osait faire quoi que ce soit contre ces chefs de village-là. Maintenant, vous avez les Dura. Les Dura, c'est le nom local qui est donné au site d'orpaillage. Tout à l'heure, on verra une photo sur ça. Maintenant, vous avez aussi les Tomoulman. Les Tomoulman, ce sont tous ces gens-là qui viennent au niveau des sites d'orpaillage, qui sont chargés d'entrer dans les tranchées, de creuser les puits. Et là aussi, il y a une pratique au niveau de la zone. C'est-à-dire, puisque vous êtes souillé, mieux ça vaut. C'est-à-dire, les tomboulements, il faut que vous soyez quelqu'un qui verse dans la sexualité, puisque vous abusez sexuellement, puisque vous trouvez de l'or. En tout cas, c'est la conception que les gens ont. Donc, avant même d'entrer dans les puits, ce qui fait que quand vous allez sur la localité, vous voyez que les tomboulements louent des femmes qui sont dans des bâtiments comme ça, vous faites les rapports sexuels, et top, vous entrez dans les puits, vous prenez beaucoup de vin, vous faites des sacrifices, et maintenant vous commencez à creuser de l'or. On les appelle les tomboulements. Maintenant, les femmes dans ces zones-là, le plus souvent dans l'exploitation, donc les femmes se limitent aux activités alluvionnaires parce qu'elles n'ont pas, peut-être certains, n'ont pas les moyens d'entrée et sont obligés de suivre les cours d'eau pour tamiser l'or et pouvoir avoir 10 000 francs par jour, 10 000 francs par jour pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En fait, maintenant, par rapport à l'exploitation, nous avons aussi les propriétés des puits, les puits, hein. Voilà, excusez-moi. Il y a aussi les enfants qui sont au niveau également de la zone. Malheureusement, les migrants qui viennent, ils viennent avec leurs enfants. Malheureusement également, les populations du Sénégal, de la région de Kédougou également, tous leurs enfants sont sur des sites d'orpaillage. Autrement dit, ça porte un sacré coup à l'éducation. Ils ne vont plus à l'école parce qu'en vendant de l'eau, l'enfant peut se trouver avec 5 000 francs, 6 000 francs par jour. En vendant des cacahuètes, vous avez beaucoup d'argent. Donc, ils sont là exposés à tous les mots, à toutes sortes d'habits au niveau de la zone, malheureusement. Mais ce qu'on ressent, c'est qu'ils ne vont plus à l'école. Vous entrez dans des classes, dans le département, on avait des études de 7, 8, ce qui est inadmissible. Vous voyez, parce que c'était la force de... d'activités. Vous voyez que les centres d'orpaillage, il y a beaucoup d'activités économiques. Tout le monde est là-bas, le commerçant, la restauration, je ne sais pas, le transport, la musique, la publicité. C'est véritablement un peu de l'eau au niveau de ces centres d'orpaillage. Alors, ça, je voulais vous donner quand même un aperçu visuel. Voilà comment l'or est exploité dans ces zones-là. Vous voyez, c'est une exploitation à ciel ouvert dans le désordre le plus total parce qu'ils sont sans autorisation en réalité. Vous voyez un peu, chacun est dans son trou, chacun est dans sa cave, on creuse et vous voyez déjà, toutes ces parties-là sont déboisées. On coupe les arbres, on s'installe. Vous voyez, donc voilà, derrière, on habite comme ça, sans aucune norme urbanistique, sans sécurité, sans santé, sans école, sans rien du tout. Et tout le monde est là. Et comme l'argent circule à flot, vraiment, il y a une sécurité totale, honnêtement. Et vous êtes même apeuré quand vous venez parce que vous voyez ça à perte de vue. Pour ceux qui connaissent la zone, vous êtes là, vous avez l'impression de voir Côte d'Ivoire. Hein. Allez, voilà. Voilà, vous voyez un peu les habitations. C'est des habitats précaires
on met des tissus, comment on appelle ça, des bâches, voilà, des bâches, des crinting qu'on met et les gens habitent. Des abris, voilà. C'est des abris provisoires qu'on installe et on est là, hein, des couples. euh, en tout cas, c'est vraiment affreux. C'est même, ça fait même peur quand vous allez dans la zone et ça fonctionne comme ça. Et ils sont habitués. C'est vraiment maintenant les commerçants viennent et là aussi, euh, les restaurants, ça marche, la prostitution, ça marche, je ne sais pas, l'eau, ça circule à flot, le vin, n'en parlons pas, les préservatifs, le centre de santé de Saria, par exemple, avait gagné la palme en termes de distribution de préservatifs au niveau national. Et je crois même au niveau international. Voilà. Voilà. Voilà, donc vous voyez, pour les femmes, j'ai tenu quand même à mettre, malheureusement, comme elles ne peuvent pas entrer dans les puits, parce que il y a tout le temps des éboulements, comme on en a vu récemment au Burkina Faso, il y a trop de risques. Donc les femmes aussi, elles sont obligées de délaisser toutes leurs activités pour se lancer aux activités d'orpaillage. Et vous voyez, ils sont au niveau des alluvions, en essayant de capter à travers leurs ustensiles en bois tout ce qui est alluvion, les limons. Et à partir de ces limons-là, maintenant, on tamise, on parvient à avoir des pépites qu'on peut vendre à 7 000 francs, 6 000 francs par jour. Donc, ce qui fait que ça va être très difficile de rester dans les maisons. Ouais. Maintenant, avec tous les lycéens, elles travaillent comme ça sans protection. Il n'y a pas de gants, il n'y a rien du tout. Et voilà comment ça fonctionne malheureusement dans ces zones-là. Voilà. Maintenant, naturellement, dans ces zones, pour avoir de l'or, même si c'est interdit, bon, je ne sais pas par quel mécanisme, les orpailleurs font tout pour amener des produits chimiques au niveau de la zone. La cyanure est là en permanence, le mercure est là en permanence, ça permet rapidement d'avoir de l'or. Et ça, c'est des produits qui sont extrêmement dangereux. Certainement, les chimistes qui sont dans la salle vont le prouver avec les différents molécules, mais ça crée des dommages au niveau de la zone. Il y a aussi la poussière. Et finalement, nous avons beaucoup de maladies hydriques au niveau de la zone, des maladies également liées à la peau. Vous voyez, sans compter également l'affection de la vision au niveau de la zone. Vous avez beaucoup de maladies diarrhées, des IRA également chez les enfants, au point que le centre de santé de Sarah est hyper sollicité. Donc, même les médecins à l'époque se plaignaient par rapport aux moyens qui sont dégagés à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment des risques sanitaires. Hein. Il y a aussi l'insécurité et la recrudescence des violences et des crimes de toutes sortes. Parce que, en réalité, la gendarmerie n'est pas présente, même si elle est présente le long de la route, elle n'est pas présente dans les zones. Parce que, quand même, pour être présent, il faut quand même des conditions. Et les gens, il y a des gens qui circulent parce que vous avez des motos, ils maîtrisent la zone, hein, ils maîtrisent carrément la zone. Et dès que vous avez des pépites d'or pour 200 millions, des gens peuvent vous filer et vous tuer. Donc, c'est pourquoi vous entendez chaque fois les crimes au niveau de ces zones. Alors, on vous tue, on entre dans certaines régions du Sénégal, et des bandes également vous agressent. En moins de 10 minutes, ils sont en territoire malien. Et ils continuent jusqu'au Burkina. Donc, chaque fois, c'est des agressions, chaque fois, c'est également des tueries. Maintenant, les autres violences entre orpailleurs, ça, c'est vraiment à la peine. Hein. Maintenant, je disais également que la vulnérabilité sociale et économique vraiment prend des ampleurs inquiétantes avec la prostitution. Et je pense qu'on ne reste pas un mois, une semaine, sans qu'on parle un peu de ces prostituées nigérianes qui sont dans la zone. Parce que c'est une sorte de traite. On les fait miroiter beaucoup d'argent. Maintenant, dès qu'elles viennent, elles font partout. Dès qu'elles arrivent dans la zone, il y a des Nigériens qui louent des maisons en disant que oui, je vous ai fait venir, maintenant il faut que vous fassiez 1,2 million avant quand même que vous n'ayez votre indépendance. Donc ça veut dire que là, vous êtes obligé de multiplier les passes pour pouvoir rembourser votre bailleur. Donc vous recevez, pas, vous pouvez recevoir 10 hommes, 11 hommes par jour ou par nuit. Le temps de rembourser vraiment le bienfaiteur ou la bienfaitrice qui vous a fait ce long voyage pour arriver dans la zone. Et les conséquences, c'est toutes les maladies que nous avons aussi dans ça. Même s'il y a des organisations non gouvernementales qui sont en train de travailler pour lutter un peu contre cette forme de traite. Je sais que beaucoup sont sur place. Les conditions de travail, j'en ai parlé, c'est des conditions très pénibles qui ne répondent pas aux normes.
En tout cas, aucune par rapport au paquet de sécurité, ça n'existe pas. Voilà. Alors, les migrants comme source de conflit, on a fait des sources. Allez, voilà. Alors maintenant, ici le constat, c'est qu'il y a des conflits à différentes échelles au sein des villages aurifères. D'abord, il y a des conflits avec les populations locales dépendantes de l'agriculture. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans les zones d'orpaillage, les populations sont dépossédées de leurs terres agricoles, des terres arables. On coupe à perte de vue, ça c'est un élément. D'abord, c'est l'agriculture sans ressent. Deuxièmement, également, il y a des conflits par rapport à l'emploi. J'ai dit tantôt, les premiers employés sont des allochtones. C'est normal parce qu'ils avaient cette culture-là. Et chaque fois, on entendait les jeunes de la région de Kédougou dire que oui, on ne comprend pas comment on peut. Parce qu'en réalité, il faut même la confusion entre l'opération traditionnel et les sociétés minières. Alors c'est un peu différent. Mais dans leur entendement, il y a une forte présence nigérienne, ghanéenne, malienne, burkinabé qui s'accapare euh, de l'ensemble des boulots qui sont au niveau de la zone. Mais aussi parce que même au niveau des entreprises minières, nous n'avions pas les qualifications nécessaires. C'est après maintenant qu'on a commencé à former des jeunes sénégalaises, surtout des jeunes sénégalaises, à conduire les secteurs-là. Ce sont les véhicules qui font les excavations à l'intérieur. Bon, je ne sais pas quel est le critère, mais les sociétés minières prennent des femmes pour la conduite. Donc, on a formé des jeunes filles sénégalaises qui font ce travail. On a également formé des jeunes dans d'autres chaînes de valeur pour qu'ils puissent intégrer et puissent maintenant la RSE de ces sociétés minières-là. Et maintenant, c'est des conflits à ce niveau. Maintenant aussi, il y a des conflits entre orpailleurs autour de la propriété des puits. Ça même, c'est au niveau local. Chacun dit que ça, c'est ma zone traditionnelle, donc les puits doivent me revenir. Alors que si vous avez la carte, il faut un découpage. Chaque fois, c'est des conflits à cause des revenus. Maintenant, conflit également avec des entreprises minières sur la titularisation des terres aurifères. Mais en réalité, ces zones-là, l'État du Sénégal donne des licences d'exploitation à des entreprises minières comme Sabodala, Teranga Gold, etc. Mais les populations ne savent pas que c'est déjà acté. Ils ne savent pas. Maintenant, la société va se réveiller au bonjour en disant que, véritablement, nous allons démarrer notre exploitation. Sans pour dire que la communication sociale, le marketing social qu'il faut, et bonjour, les dégâts, c'est des conflits. Mais comme ils sont titulaires ou elles sont titulaires de licence, elles ont l'appui de l'État de la gendarmerie, et on vient déguerpir toute la population. On déguerpit des villages en faisant fi des écoles, en faisant fi des cimetières, en faisant fi des valeurs culturelles, ça amène des conflits. Chaque fois, c'est des déguerpissements. Même Sabodala, apparemment, il faut même quitter parce qu'on a trouvé des filons d'or et la société a dit qu'elle démarre son exploitation. Maintenant, on construit de petites maisons sous forme de RSE pour donner ça à la population sans respecter vraiment les normes requises. Alors, maintenant, j'ai mis risque de conflit interétatique parce que chaque fois, vous remarquez, il y a des conflits entre des Maliens et des Sénégalais au niveau de la zone, ou bien des Burkinabés et également des Sénégalais, ou inversement, le dernier conflit, en tout cas qui me remet de mémoire, c'était le conflit entre les orpailleurs burkinabés et les orpailleurs maliens. Donc ça dégénère, et on a dit que si on prend garde, ça peut peut-être arriver au niveau international. Donc ça, c'est des conflits également qui peuvent arriver. Et je pense que là aussi, il y a des solutions qui sont en train d'être prises à travers les codes communautaires qu'on est en train de mettre en place pour qu'on harmonise les codes miniers à travers les différents pays. Maintenant, j'ai parlé de la criminalité transfrontalière, je dis tantôt, c'est ces agressions qui se font de part et d'autre parce que les frontières sont malléables. C'est pas comme ailleurs, mais ici, on peut tout de suite agresser quelqu'un, on le dépossède de l'or et on aligne la moto. À 2 minutes, on est dans un autre pays. Vous voyez un peu. Donc, en conclusion maintenant, c'est de montrer un peu la relation, allez, la relation très étroite entre leur voyage et les migrations qui sont liées. Maintenant, les conséquences économiques que j'ai dit. Et paradoxalement, cette région qui concentre 98% des sites de voyage, qui également abrite les entreprises minières, officiellement, c'est la région la plus pauvre du Sénégal. Vous voyez un peu. Maintenant, pour comprendre un peu ce qui se passe au Nord Mali, faire la relation et ce qui se passe un peu au niveau du Sahel, c'est un paradoxe.
c'est des frustrations qui naissent qui font que les populations se révoltent. Parce que des sociétés minières peuvent engranger 40 milliards ou 400 milliards par jour, alors que les gens n'ont ni accès à l'eau, ni accès à la santé, ni accès à l'emploi. Et maintenant, les entreprises minières commencent quand même à essayer de temporiser un peu en mettant un peu des choses sur le plan de la RSE. Mais quand même, comme il y a dans nos textes ici, il n'y a pas d'obligation par rapport à la RSE, elles ne font que ce qu'elles veulent faire. C'est-à-dire c'est d'amener des populations à la Mecque ou bien à Rome, ou bien même faire quelques dons par rapport au sport, à la culture. Mais quand même, il y a une société minière qui a construit des immeubles, et donc qui a loué des immeubles pour les étudiants de la région qui sont à Dakar. Alors, les conséquences également sur les conséquences sociales, je dis, c'est les conflits. Les conséquences culturelles aussi. Peut-être là, euh, chacun peut-être défend sa culture, mais peut-être de l'autre côté, il y a un avantage. C'est des populations qui peuvent se comprendre parce qu'ils viennent tous de l'ancien empire libanais, donc ils se comprennent souvent. Donc là, je pense que c'est plutôt un élément très important en matière de ça. Maintenant, les conséquences sur l'environnement, c'est là où quand même on a vraiment peur. Non seulement euh, tout est déboisé, tout est coupé de façon anarchique, mais on ne remplace pas. Les trous ne sont pas remblayés. On laisse ça à l'air libre. Les arbres sont poussés. La poussière, vraiment, c'est extraordinaire, la poussière qu'il y a au niveau de cette zone-là. Hein. Sans compter également les produits qu'on utilise de façon clandestine. Et j'espère que vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de la Palais. Ils mettent des motobombes, ils mettent tous ces produits-là au point que pratiquement le fleuve est devenu inutilisable. Il a fallu peut-être un travail social, en l'occurrence du Marissagna, pour attirer l'attention sur le danger qui guette la Palais. Et notre président s'est déplacé là-bas pour interdire automatiquement l'usage de ce fleuve-là en mettant en place les forces de défense et de sécurité. Alors, voulu quand même parler un peu de quelques alternatives qu'il y a quand même au niveau de zone. On a remarqué qu'au niveau des sites de voyage, les nationalités se regroupent. Car les orpailleurs burkinabés ont construit une association parce que l'État a demandé à pour qu'il y ait un interlocuteur. Au niveau des Burkinabés, il y en a, au niveau des Maliens, il y en a, au niveau également des Sénégalais, il y en a. Et même il y a des embryons de syndicalisation. Il y a un syndicat des orpailleurs qui est dirigé par un Sénégalais pour qu'ils puissent quand même défendre leurs droits, les intérêts matériels et moraux, comme on dit dans le langage syndical. Alors, et là, cette situation-là de l'orpaillage mobilise plusieurs acteurs. L'État est en train de mener des actions pour sensibiliser les populations à la souveraineté alimentaire, pour qu'on revienne à l'agriculture. L'État est également en train de tout faire pour, si vous voulez, donner encore beaucoup plus de tonus à l'éducation, que les gens restent dans l'école. Si tout le monde va dans l'orpaillage, et surtout les enfants, ça fait très mal. Et même les comités départementaux de protection également sont en train de mener des activités par rapport à la scolarisation de ces gens. Il y a également beaucoup d'organisations de la société civile qui sont au niveau de cette zone, l'ONG La Lumière, qui ont maintenant des représentants là-bas. Endazenis Action également, récemment Bani Mali, qui ont maintenant une antenne et ils gèrent pour tout ce qui est santé mentale, promotion des droits humains au niveau de la zone. Donc ça, c'est important également. Puis maintenant, les services qui sont au niveau local qui font un bon travail, développement communautaire, action sociale, éducation nationale, font un travail sur ce niveau-là. Maintenant, dernier point pour terminer, c'est un peu la réglementation. Il faudra qu'on pense à réglementer quand même si c'est traditionnel, il y a quand même des normes. On ne peut pas se quantifier tous les jours, agresser l'environnement, renforcer la prostitution sans que personne ne dise. Voilà ce que je tenais à partager avec vous et vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup pour ces deux conférences qui nous éclairent sur des réalités tout à fait particulières et qu'on va mettre en dialogue tout de suite grâce aux questions qu'on va pouvoir proposer maintenant. Donc, la première question, on va faire des séries de 3, hein, si vous êtes d'accord, on va faire comme hier, des séries de 3, adresser peut-être des questions transversales qui vont toucher à la fois les deux conférenciers ou des questions peut-être d'approfondissement.
établissement. Et donc, pour qu'on puisse avoir un temps d'échange suffisamment nourri, on va privilégier plutôt les interventions assez courtes, hein, pour laisser le temps au débat avec l'Assemblée. Alors, la première question, est-ce qu'il y a une main qui se lève et est-ce qu'il y a un micro dans la salle pour aller chercher les questions? Je ne sais pas qui s'occupe de ça. Voilà. Là, je vois une question, deux questions, et il y avait une dame là-bas, et puis il y aura une deuxième, et pardon, oui, excusez-moi, oui. Et puis il y aura une deuxième série, donc je propose une, deux et trois. Est-ce qu'il y a un micro à disposition, ou bien ou alors vous venez ici? Ouais. C'est bon? C'est bon? Merci madame. Je voulais quand même remercier les deux présentateurs pour la clarté de leurs exposés et de contenu. Je vais commencer par la dernière intervention de Beau sur la question de la migration liée à l'orpaillage. Je connais bien cette région, la région de Kédougou, où véritablement l'orpaillage a quand même transformé le visage de la région sur plusieurs aspects. Un d'abord sur l'aspect sanitaire, parce que comme je suis au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ce qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est que Kédougou, il a dit tout à l'heure que le district de Kédougou a été champion de la distribution de préservatifs, mais à l'inverse, c'est la région où le taux de prévalence du sida est très élevé. C'est le plus élevé au Sénégal. L'autre aspect aussi, c'est le développement de la construction. Parce qu'on sait qu'au niveau du Kédougou, j'aime bien quand je voyage, de sortir de la rue et d'observer. Mais ce qu'on a observé à Kédougou, c'est que c'est la région, ou en tout cas la ville, où il y a plus de nationalités au Sénégal. Donc, ce brassage culturel fait que Kédougou a vraiment transformé. L'autre aspect aussi, par rapport à la transformation de la ville de Kédougou, c'est surtout sur le plan environnemental. Il l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas uniquement que le fleuve Falémé s'est dégradé, mais aussi l'environnement, parce que Kédougou était quand même une région autrefois verdoyante, mais vous allez maintenant, c'est méconnaissable. Donc ça, c'est des aspects liés un peu à la migration. Donc les gens exploitent l'or sans pour autant tenir compte de l'environnement ou en tout cas de certains critères. Ça, c'était pour le premier exemple, la présentation de Beau. Maintenant, pour la présentation de Bassem, c'est Bassena. Donc, j'ai beaucoup aimé, parce qu'en tant que travailleur social, quand il parle de l'usage du psychotrope, ça m'intéresse parce que je parle sous le contrôle de M. Mbouch. J'ai eu à faire un stage en milieu psychiatrique. Parce que quand on parle de psychotrope, tu as dit tout à l'heure que beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas l'expression, mais c'est des substances qu'on utilise souvent pour changer d'humeur, en tout cas pour ce qui est plus. Et ça peut se. Comment on appelle ça encore La conséquence, c'est que vous dites tout à l'heure que la personne cherche l'ivresse. Et pourtant, ce n'est pas tout le temps le cas. Certains se réfugient dans l'usage de ces psychotropes pour fuir la réalité qu'ils vivent ou pour d'autres raisons. Mais en tout cas, il faut voir ça. Mais je vais revenir un peu sur le plan méthodologique parce que c'est ça qui m'intéresse le plus en tant que chercheur. Vous avez dit que vous avez utilisé la technique de la boule de neige. C'est une technique de ces méthodes de recherche, hein, mais qui consiste à d'abord avoir, excusez-moi pour l'expression, le premier interrogé, qui par la suite te guide, qui t'oriente vers d'autres. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous faites la confusion entre guide touristique et antiquaire. Parce qu'un antiquaire, c'est quelqu'un qui revend des objets d'art ou qui en achète. Et souvent, ils sont différents, hein, ceux qui sont des antiquaires et les guides. Donc, c'est différent. Donc, comment vous avez fait pour avoir la première personne enquêtée et pourquoi vous êtes intéressé uniquement à ces guides touristiques? Parce que ces guides touristiques, ce n'est pas eux qui font rentrer les psychotropes ici. Donc, ce serait intéressant d'élargir votre recherche à peut-être aux touristes qui font venir
ces aspects-là. Maintenant, pour terminer, je vais être allé pour aller vite. Donc, quand dans votre présentation, quand dans votre analyse, je n'ai pas trop compris comment vous avez fait pour codifier, parce que vous avez parlé vous avez donné voilà, des homonymes ou autres, mais comment vous avez procédé? En tout cas, cette partie méthodologie-là, elle n'est pas très claire à mon niveau, et j'ai été long, mais bon, j'ai énormément de choses à dire, mais je vais m'en arrêter là pour le moment. Bon, on sait bien que dans le monde des usagers, hein, il y a ce qu'on appelle, bon, avec les institutions de santé maintenant, il y a des médiateurs, voilà, que ce soit pour le cas du VIH, ce qu'on appelle les populations clés, n'est-ce pas? Donc, il y a des médiateurs qui sont affiliés à des structures de santé, donc qui par moment sont des transitaires entre les structures de santé et les populations considérées comme populations clés. Maintenant, les usagers de drogue, par moment, sont considérés à ces populations, mais il y a des médiateurs affiliés à des structures de santé. Donc, après, donc, en partenariat avec le Centre de recherche et la formation clinique de Panne, on a fait des lettres d'introduction avec le protocole, donc pour leur expliquer les résultats de l'étude. Donc, on est passé par le médiateur qui nous a mis en rapport avec tout. Voilà. Mais comme vous le savez, hein, un terrain, il y a un double accès, je dirais. Le premier accès, c'est tout ce qui est procédural pour dire que voilà, on a une enquête. Mais le deuxième accès, effectivement, et ça rejoint la question de Mademoiselle Fall, c'est-à-dire qu'il faut négocier le terrain, même si on a des papiers de lettres d'introduction, parce qu'effectivement, on a fait cas, on est tombé sur des cas voilà, d'usagers qui ne voulaient pas se dévoiler, qui ne voulaient pas dire, etc. Donc, moi, j'ai eu un cas, voilà, bon, je lui ai demandé s'il prend des produits à d'autres fins et tout. Il m'a dit non, moi, je ne connais pas ça, j'ai arrêté ça, n'est-ce pas? Après, bon, comme il y avait aussi les questions de remboursement de transport, je lui ai dit que bon, vous ne répondez pas aux critères de l'étude. Après, il a appelé le médiateur, il lui a dit, il m'a rien donné. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a rappelé, il m'a dit non, moi je prends. Mais si tu avais dit plus ou pion, j'allais vous accepter quoi. Donc après, ça m'a appris une nouvelle démarche de terrain, c'est-à-dire que aussi, le terrain c'est un art, c'est la réalité au fait qui va guider. Donc après, je me suis approprié de ce terrain par moment et ça a joué sur le climat de confiance. Et pour rejoindre Mademoiselle Fall, effectivement, Ramatoulaye, effectivement, donc le terrain, il y a des enjeux sur le terrain sensible. Il faut penser que vous venez pour justement chercher des informations confidentielles. Voilà. Maintenant, là où je termine, une précision aussi. Donc, par rapport aux psychotropes, n'est-ce pas? Je parle sur le contrôle. Hein. Il y a des produits psychotropes considérés comme légaux, d'autres considérés comme illégaux. Donc, il y a une pénalisation même de l'usage de certains produits comme le cannabis, etc. Mais par rapport aux médicaments, psychotropes, c'est considéré comme des médicaments licites en fait, en termes d'usage, parce que ça répond à des pathologies en fait. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est quand vous en avez accès de façon illicite par rapport au fait que vous n'avez pas une ordonnance délivrée par un médecin ou un neurologue. Voilà. Donc c'est là que le problème se situe. Mais si on me voit avec du tramadol aujourd'hui, la police ne peut pas me saisir, n'est-ce pas? Mais là où ça va se jouer, c'est mon lien avec peut-être le pharmacien qui m'a donné de façon illicite, ou bien s'il me voit au marché, etc., n'est-ce pas? Donc pour les produits psychoactifs, il faut comprendre qu'il y a des catégorisations en tant que telles. Voilà. Donc la législation également a été prise en compte dans le cadre de cette thèse, parce que nous avons questionné aussi la réglementation pharmaceutique autour des produits, parce qu'on sait bien que nous avons l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, donc qui contrôle les produits par tout ce qui est dispensation, n'est-ce pas, tout ce qui est régulation, mais également, il y a ce qu'on appelle les produits sous contrôle. Maintenant, les médicaments psychotropes font partie de ces produits sous contrôle, n'est-ce pas? Maintenant, nous aussi, on essaie de questionner pour voir, bon, et ça c'est une autre axe de la thèse, c'est de voir aussi qu'est-ce qui ne marche pas dans la réglementation, de sorte que il y a une vente considérée comme illicite ou bien des usages détournés. Voilà. Mais étant donné que bon, on s'était plus situé sur une dimension de la thèse qui traite des mobilités, donc on n'a pas évoqué cet aspect-là. Voilà, parce qu'une thèse, bon, faut pas tout dire, mais je sais que effectivement, voilà, cet aspect de la réglementation a été voilà, documenté. Merci. Merci, merci donc pour les différentes contributions. Donc, je pense que ce ne sont pas des questions parce que les deux personnes qui ont parlé, c'est des experts dans le domaine. Donc, d'abord, mon professeur M. Gaïso, et qui connaît bien la zone. Et
pense qu'il a raison. Hein, donc, je n'avais pas une idée exacte du taux de prévalence du sida, mais je sais que c'est une des régions où le taux de prévalence est très élevé. J'ai suivi cette étude effective du CNRS à l'occasion du 1er décembre. Effectivement, elle a cité ces régions-là comme étant vraiment des régions où le taux de prévalence est très élevé. J'ai dit que le taux de prostitution est extrêmement, en tout cas, le nombre de prostituées est très élevé dans ces zones-là. Vraiment, elles sont dans ce qu'on appelle des nyapans. C'est des habits provisoires qui sont là, des toilettes derrière. Et c'est la prostitution à grande échelle, véritablement. Parce que j'ai dit que c'est lié un peu aux perceptions qu'ils ont pour avoir de l'or. Puisque vous êtes souillé, mieux ça vaut. Donc, ça, on comprend aisément pourquoi leur production est très élevée. Il y a une chaîne avec la tête des Nigériennes qui sont souvent acheminés vers cette région-là. Donc, c'est vraiment élevé. Et il a également parlé des changements sur le plan sanitaire et environnemental. Ça, je pense que c'est général. Du côté santé, il y a beaucoup de maladies. Il y a le taux de prévalence également qui est élevé. L'environnement, je pense que je l'ai dit, c'est véritablement l'environnement qui subit une exploitation très sévère. Malheureusement, bon, en tout cas, il n'y a pas de solution qui sont faites. Donc, on excave, on laisse comme ça à ciel ouvert. Les tracteurs, les grands engins soulèvent la poussière à longueur de journée sans peut-être qu'il y ait une alternative. Donc, l'environnement, les arbres sont coupés. Parfois, les petits cours d'eau sont obstrués, leur passage est également obstrué. Ça on peut sur la biomasse, mais également sur le biotope. Hein. Donc, ça, c'est des conséquences. Maintenant, pour le professeur Dia, chef de département de sociologie. Donc, lui, c'est vraiment son domaine parce que quelque chose relatives à l'environnement. Et effectivement, hein, donc, peut-être que j'ai essayé de choisir de mettre l'accent sur leur voyage, mais je comprends parfaitement qu'il y a cette forte présence des sociétés minières au niveau de la zone depuis, comment on appelle ça, la première société en passant par Gold, Teranga Gold, et ensuite c'est les sociétés qui sont là, mais c'est comme si c'est une sorte de mafia à la colombienne. On est là, on a la licence du gouvernement du Sénégal, on commence à travailler, 2 mois, 3 mois après, la société est vendue à un autre pays. Finalement, c'est du méli-mélo que les gens ne comprennent même pas. Et par rapport à l'autorisation, en tout cas moi quand j'y étais, je sais que il y a des entreprises qui traitent directement avec le palais présidentiel, il y a des entreprises qui traitent directement avec le CDP, il y a des entreprises qui traitent directement avec le niveau local. Finalement, on ne comprend pas, donc ils sont réticents, ils ont commencé à exploiter. Maintenant, je suis d'accord que souvent, chaque fois avant que l'entreprise ne s'installe, sur les questions de procédure, il y a un impact environnemental et social qui est fait. Souvent, soit par des experts comme vous, parfois même par d'autres cabinets qu'on ne maîtrise pas, et le processus est biaisé. Vraiment, le processus est biaisé. Normalement, on doit avoir des restitutions, faire en sorte que le plan de gestion environnementale et sociale soit validé par la population, que les plans d'action et les parts qui sont pris également, qu'il y ait un monitoring par rapport à ça. Nous, quand on était là-bas, chaque fois on demandait est-ce qu'on peut avoir des plans de gestion environnementale et on a suivi la difficulté que le DREC avait au niveau de ces régions parce que lui, il est contestataire par nature et il a eu toutes les difficultés du monde pour que il est même en tant que chef de service à l'ESCA porté plainte contre les minières. Donc ça veut dire là. Mais on l'a débattu. Donc voilà un peu pour ça. Maintenant, les vulnérabilités, d'accord avec vous, c'est les vulnérabilités multiformes qui méritent vraiment d'être étudiées et que nous avons notre place dans ce cas. Donc voilà, je peux répondre. Merci beaucoup. Alors, on a le temps de prendre encore 3 questions, monsieur. Alors, il y a encore 2 dames. Voilà, il y a monsieur